Bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le CV, l'émission qui vous inspire et vous guide vers l'excellence. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir ici dans ce plateau Monsieur Dr Albouri Ndiaye. Albouri, bonjour. Bonjour Mustapha. Albouri, vous êtes directeur de CAP 92 et président fondateur de l'association Diversité RH. Je voulais savoir quelles sont les actions qui rythment votre quotidien. Mon quotidien est rythmé par des actions autour de l'emploi, du recrutement, des formations, du développement des compétences, mais aussi autour de l'animation réseau, en ce sens que CAP 92, c'est un réseau de plus de 100 entreprises qui travaillent dans le service à la personne, qui accompagnent des personnes âgées, des familles, des enfants. Et aussi, mon quotidien est rythmé autour de tout ce qui est team building, comment développer les compétences des salariés, je l'ai dit tantôt, mais surtout comment animer un réseau et faire du networking. D'accord, très bien. Et Diversité RH, c'est une activité annexe. Donc, Diversité RH, c'est un peu dans la même veine parce que c'est vraiment le prolongement de tous mes engagements militants quand j'étais étudiant autour de la lutte contre la discrimination à l'embauche. Parce qu'il y avait des difficultés lorsqu'on avait un prénom ou un nom à consonance étrangère, ou qu'on était de quelque couleur que ce soit. Donc, pour intégrer l'entreprise, j'ai dû créer ça avec beaucoup de personnes pour aider. Toujours aider à accompagner la jeunesse, accompagner les talents à s'exprimer dans l'entreprise. D'accord, là aujourd'hui on peut dire que le talent n'a pas de couleur, n'a pas de religion, et ça c'est quand même une cause noble. Vous, à votre niveau, en termes de mission et surtout de réalisation avec Diversité RH, quelles sont les actions au quotidien? Nous avons porté énormément d'actions autour du coaching, de la préparation physique, de la préparation mentale. Et là, nous sommes ravis de vous exposer ici les réalisations que nous avons effectuées. En effet, nous avons démarré par le parcours Impulsion, qui est un programme d'accompagnement de coaching sportif, parce qu'il faut travailler le corps. Ensuite, en termes de communication, parce qu'il faut travailler l'esprit. Nous avons accompagné 60 jeunes pendant un mois pour leur apprendre à parler d'eux, à faire un concours d'éloquence et surtout à mieux se vendre dans les entreprises. Et je peux aussi vous parler d'un programme qui s'appelle le Pacte régional d'investissement dans les compétences, qui a vu l'accompagnement de 97 femmes qui ont des bas de qualification, qui ont des bas niveaux de qualification, et des femmes qui sont issues de quartiers difficiles. Nous les avons accompagnées, coachées, formées pour obtenir des certifications, des diplômes dans le service à la personne. Et toutes ces femmes, nous les avons insérées. C'est vraiment notre plus belle fierté. Très bien, si on revient un petit peu dans la vie scolaire, donc aujourd'hui Albouri c'est un docteur, est-ce que pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours scolaire, les grandes lignes et qu'est-ce qui vous a motivé à faire des études dans le domaine RH? Mon parcours scolaire a démarré en 1987 dans la ville de Pikine où je suis né. Donc j'ai fréquenté l'école Notre-Dame du Cap-Vert où j'ai été louveteau scout et cœur vaillant, âme vaillante. Ensuite, j'ai fréquenté le CEM Chérif Mohamedoul Habib Tijani à Pikine. Et après l'obtention de mon brevet, brillamment, j'ai été orienté au lycée Seydina Limamou Laye de Pikine. C'est là où j'ai obtenu mon baccalauréat pour m'envoler vers la France et venir faire mes études supérieures. Vous êtes un digne fils de Pikine. Je suis un digne fils de Pikine en ce sens que Pikine, mon papa a habité à Pikine en 1956. Il fait partie des premiers habitants de Pikine. Et pratiquement toutes les écoles de Pikine ont été créées et fondées par mon père. Donc c'est ce qui fait que je suis de Pikine, d'autant plus aussi que ma maman était enseignante à Pikine durant toute sa carrière. D'accord. Et après l'obtention de votre bac, vous êtes venu en France et continuer les études. Est-ce qu'il y avait un problème d'intégration et concernant les études au Sénégal et ici, comment vous avez vécu ces réalités? Parce que c'est deux mondes différents. Absolument. En fait, après le bac, c'est vrai que quand on découvrait pour la première fois l'avion, parce qu'auparavant, on n'avait jamais voyagé, on a passé toute notre enfance à Dakar et dans la banlieue dakaroise. Donc quand on arrive, c'est vraiment l'électrochoc. C'est un choc à la fois, un choc climatique déjà, parce qu'il faisait un peu plus froid qu'au Sénégal, un peu beaucoup plus froid d'ailleurs, mais aussi un choc culturel. Mais nous avons pu nous adapter, parce que j'ai été dans une ville, je l'ai dit tantôt, la ville de Besançon, qui fait partie des villes les plus froides de France, eu égard aux températures pas trop clémentes. Et il a fallu s'intégrer, s'acclimater et s'adapter à cette nouvelle vie. Donc nous, personnellement, je me suis intégré par le sport, parce que je joue au football à l'époque, et j'ai fréquenté des clubs à Besançon. C'est grâce à ces clubs-là que j'ai pu m'intégrer et connaître la ville et surtout m'adapter à cette nouvelle société-là.
des fois, la passion nous pousse à avoir vraiment un moyen de s'intégrer dans une communauté. Donc, le sport t'a un petit peu propulsé par rapport à ton intégration. Très bien, j'ai vu que vous avez travaillé dans des très grands groupes. Quelle est l'expérience professionnelle qui vous a plus marqué durant votre parcours? J'ai eu deux expériences professionnelles qui m'ont beaucoup marqué. Tout d'abord, c'est l'expérience au niveau de diversité RH, où j'accompagne des jeunes qui ont souvent un phénomène de perte de confiance en soi. Et par rapport à ces jeunes, on leur redonne confiance. On les voit progresser de jour en jour, nous les voyons grandir, nous leur voyons s'affirmer davantage et surtout affirmer leurs capacités et leurs talents. Donc ça, c'est une expérience qui me marque beaucoup, d'autant plus qu'il y a de grands groupes français qui se sont intéressés à notre projet, notamment le groupe Canal+, le groupe Vinci France, qui nous ont ouvert leurs portes, avec qui nous avons signé des conventions extrêmement importantes pour pouvoir davantage faire et beaucoup accompagner. Une autre expérience professionnelle qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque, en 2013, j'étais dans un quartier de Besançon qui s'appelle le quartier de Planoise, où les services du Premier ministre français d'alors, M. Jean-Marc Ayrault, m'ont appelé pour me consulter et me faire intégrer une commission nationale chargée de réfléchir sur le développement de l'emploi et l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Et ça, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué, dans ce sens que j'ai été dans la même commission avec de grandes figures de l'économie française, comme M. Jacques Attali, entre autres. C'est vraiment des moments d'échange mutuel, des moments où on nourrit notre réflexion commune et qui nous apprend beaucoup de choses sur le monde du travail, sur l'entreprise, mais surtout sur le fait d'être dirigeant, de diriger un État et de diriger un ministère. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire des études si longues en devenant docteur? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces études? On va dire qu'il y avait de la passion, parce que je pense que la passion est cette flamme qui brille par mille feux et qui illumine notre esprit, que nous soyons enfants de pauvres, enfants de riches. Il y a cette passion qui m'a caractérisé, mais aussi il y a cette sorte de sacerdoce, parce que comme les deux papas, le papa et la maman étaient enseignants, donc du coup, je n'avais pas d'autre choix que de travailler à l'école. Donc c'est ce qui a fait que j'aime beaucoup l'école. Mais je pense que ce qui a été déterminant, c'est que je viens d'un quartier très difficile. Je pense que le quartier de Guinaw Rail à Pékin, au lieu du banditisme, de la délinquance juvénile, par exemple, dans ma classe d'âge, j'ai été le seul à avoir été jusqu'au bac. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup forgé. Donc la journée, on allait au marché syndicat, pour ceux qui connaissent. C'est un marché où on vend des fruits à Pékin. On allait là-bas, on a connu une enfance quand même très chahutée, très active, pour ne pas dire hyperactive. Et bien l'après-midi, nous consacrions à nos études. Voilà, donc moi, ma mère me mettait beaucoup la pression. Ce parcours d'enfance vous a en quelque sorte poussé vraiment à avoir vraiment une motivation extrinsèque, parce que quand on est issu de la banlieue avec des conditions de vie difficiles et malgré tout vous avez fait face à l'adversité jusqu'à être là, faire son doctorat. Donc je pense que c'est un parcours très intéressant et vous faites la fierté aujourd'hui de toute cette communauté qui vous regarde et qui vous... si on peut parler un petit peu d'ambition, parce qu'aujourd'hui, Albouri n'a pas fait ses études pour rien et qu'il y a pas mal d'activités qui ont été réalisées. Votre engagement dans la communauté, que ce soit en France ou bien à l'étranger, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets professionnels? Bon, les projets, comme j'ai l'habitude de dire à mes amis, dans la vie, il y a deux choses qui ne sont jamais finies. C'est l'amour et les projets. Parce que, je m'explique, jusqu'à 80 ans, on est encore amoureux. On peut ressentir cette flamme de l'amour en nous. Mais jusqu'à 80 ans aussi, on peut avoir des projets. Donc les projets chez moi, c'est vraiment d'abord de faire davantage dans le cadre de mon travail, de développer mes actions et surtout de créer une école chargée de former, de donner l'opportunité à des jeunes de conditions sociales modestes de se former au métier du digital et de l'IT. Mais derrière tout ça, j'ai aussi un projet citoyen, on va dire, un projet politique. C'est aujourd'hui d'être député de la diaspora à l'Assemblée nationale sénégalaise pour pouvoir directement impacter les propositions de loi et surtout faire bénéficier du Sénégal notre expérience acquise en France, dans les grands groupes et dans les collectivités.
D'accord, c'est un combat, c'est un projet très noble, s'engager pour sa communauté, mais apporter quand même des réponses face à ces innombrables problèmes. Albouri, si on doit avoir des compétences, voire des qualifications pour exercer un métier comme le vôtre, ce serait quoi? Je pense que je parle sous ton contrôle, hein, parce que tu es un éminent professionnel des ressources humaines. Les ressources humaines ne sont pas une science exacte. C'est vraiment de l'humain. Il faut aimer les gens, il faut être passionné par l'humain, profondément passionné par l'humain, comprendre l'entreprise, comprendre ses exigences, ses besoins en termes de savoir-être, les soft skills, en termes de compétences, de savoir professionnel clé, les hard skills. Et surtout, il faut être capable d'avoir de l'anticipation, de la vision. Donc moi, je pense que c'est un beau métier d'être RH, honnêtement. Chaque jour, je suis épanoui dans ce que je fais parce que modestement, bien sûr, je participe à façonner des destins, à changer des trajectoires de vie, tout simplement. Et j'aide des personnes à se révéler, à se découvrir. Et surtout à apporter leurs talents et leurs compétences aux organisations. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les ressources humaines? Parce que c'est quand même un métier assez large. Il y a la paye, il y a la GPEC, il y a le recrutement, il y a la formation. Je vois que vous aimez beaucoup la formation. Est-ce que on peut dire que vous aimez toujours accompagner les gens à monter en compétences? Je pense que par rapport aux exigences du monde du travail, parce que nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus spécialisé, avec des exigences hyper élevées en termes de savoir-être, en termes de connaissances, tout court. Donc moi, la branche qui m'intéresse le plus dans les ressources humaines, c'est la branche du recrutement et du développement des compétences. Vraiment, c'est plutôt le fait de travailler sur le profilage, de travailler sur des profils, de travailler aussi sur la notion de storytelling. Aujourd'hui, je pense que le paradigme du recrutement a beaucoup évolué. On ne recrute plus comme avant. Avant, on recrutait sur la base d'un CV, sur la base d'un curriculum vitae. Maintenant, on recrute sur la base de passion, en fait, de penchant, est-ce que ce que la personne aime faire. Quelles sont ses passions? Qu'est-ce qui la motive au jour le jour? On recrute aujourd'hui différemment. Donc, d'où l'importance de l'anticipation, de la vision RH, du recrutement. Moi, par exemple, quand je reçois un profil, ce qui m'intéresse, ce n'est même pas son CV, mais c'est son histoire de vie, c'est sa trajectoire, c'est sa famille, c'est ses loisirs. Et je travaille beaucoup aussi sur la notion de transférabilité des compétences et des connaissances. Par exemple, une fille qui joue au handball et qui vient me voir pour postuler, je vais voir quelles sont les qualités professionnelles qu'elle a pu développer dans son sport collectif et comment est-ce qu'on peut transférer ces qualités-là au service d'une entreprise. D'accord, intéressant. Si vous avez des conseils à donner à toutes ces personnes qui nous regardent et qui veulent bâtir quand même une carrière dans votre domaine, ce serait quoi? Bon, je pense que ce serait même prétentieux de donner des conseils, mais nous pouvons juste livrer notre part d'histoire, notre part de vérité, eu égard à notre expérience. C'est vraiment d'être déterminé. Moi, je pense qu'il y a un adage français qui dit « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Il faut être déterminé, il faut être vaillant, il faut être courageux et aussi il faut être ambitieux parce qu'on ne nous apporte rien dans notre lit. Et puis la vie, comme le disaient les anciens Grecs, vivre, c'est se battre, c'est combattre. Donc par rapport à tout ça, moi si j'ai un conseil à donner à la jeune génération, c'est d'étudier déjà. C'est vraiment d'étudier, c'est de faire confiance à leurs enseignants, de faire confiance à l'école en tant que puissant vecteur d'élévation sociale. Parce que j'ai l'habitude de dire à des amis qu'il y a 3 façons de s'en sortir dans la vie. Soit on est héritier, on vient d'une famille très aisée, soit on a un talent similaire au talent de Kylian Mbappé, ou soit on travaille bien à l'école, on a ses diplômes et on s'en sort. Et à ma connaissance, les livres ne sont pas discriminants, parce que le livre ne sait pas si c'est l'enfant du riche qui les ouvre ou si c'est l'enfant du pauvre. Il faut cravacher, il faut travailler dur, parfois même, je me rappelle quand nous étions enfants, plus jeunes, on travaillait nos cours, on avait des groupes de travail. Avec des amis du même quartier, on travaillait ensemble. Et parfois, nous travaillions jusque tard dans la nuit et nos parents venaient décrocher notre lumière de nos chambres pour nous empêcher de travailler encore. Voilà, il faut toujours travailler
beaucoup travaillé et encore travaillé, comme le disait le président de la République sénégalaise, Maître Abdoulaye Wade. La vie est un champ de bataille, comme décrit M. Alboury Ndiaye. L'émission tire à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau expert pour découvrir ce qui se cache derrière son CV.